Euh, donc bonjour à Synexta Corner. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions dans ce projet que je dois faire sur une histoire du rap de Memphis. Euh, Bonjour. alors, tout d'abord, je vais te demander de te présenter pour les Mhm. gens qui vont écouter cette interview. Je t'en prie. Alors, bonjour à tous, c'est Nixta. Donc, moi, l'histoire, en fait, c'est que je fais partie d'un magazine, qui est un magazine américain, qui, justement, a mis beaucoup en avant la culture du South, de la Bay Area, pas mal de ces cultures-là. Et je travaille aussi pour Murder Master Music Show avec Scott Bejda, UGS Radio, qui met en avant aussi en audio toute cette culture du South. Et je travaille aussi pour Pan Pixel Graphics, donc qui a fait toutes les covers à l'époque de Master P, de Cash Money, les débuts de voilà. Et donc on peut voir un peu derrière moi. Ok, bah écoute, merci Voilà. en tout cas, hein, merci d'avoir accepté. Alors, je vais De rien. commencer tout de suite avec les questions. Alors, est-ce qu'on est d'accord que au début, enfin fin des années 80, début des années 90, le sud des States, finalement, en termes de rap, on s'en foutait un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement la situation du conflit entre l'Ouest et l'Est et l'Ouest, s'il te plaît? Ouais. Ben, ça rappelle un peu ce que disait Killah Priest en son temps. Il disait que les gangsters de l'Ouest veulent être rappeurs et les rappeurs de l'Est, ils veulent être gangsters. Enfin, c'était inversé. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est pour eux, pour les New-Yorkais, ils étaient le summum du lyricisme, alors que dans la West Coast, il y avait quand même des lyricistes aussi. Donc il y a eu ce côté-là en fait de dissension qui a commencé et qui s'est ensuite colporté au South, où pareil, la East sous-estimait le South, en plus se moquait de l'accent du South, le South and slang, et donc il y avait toute cette culture-là, et aussi dans les kicks, dans la façon de produire, était très différente. Voilà, donc c'est une culture qui est très différente entre les deux côtes. Voilà. Ok. Donc toi, tu étais à Memphis dans les années 90. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la ville, le contexte Ouais. de Memphis? Alors moi, j'y étais en 95 à Memphis, et c'est vrai que c'était donc très vivant, hein, et il y avait beaucoup de clubs à l'époque. Donc sur le 380 Bill Street, tu avais Studio G, tu avais Club Expo, Club No Name, qui étaient les clubs les plus importants parce que œuvraient à l'époque DJ Fly, Ray the J, et Disco Hound et d'autres, hein. Et puis tu avais aussi les autres clubs de DJ Paul, parce qu'il il faut savoir que DJ Paul et Juicy G avaient leur propre club aussi, chacun. Tu avais le DJ Plays House et le Juicy G's Place. Donc là où j'ai pu aller aussi, et à l'époque, Juicy G, en fait, il ouvrait les sets d'Al Capone, de Scarface Al Capone, qui est un des premiers rappeurs aussi de Memphis. Et donc voilà, il y avait une vie assez importante au niveau du clubbing. Alors il faut savoir que le Studio J maintenant a disparu, il a été détruit. La plupart, tous ces clubs-là ont disparu, ont été remplacés par d'autres. Mais c'est vrai qu'il y avait une grande vie à Bill Street, donc qui était aussi très connue dans les années euh, même 50, 60, parce que c'était les clubs un peu mal famés, quoi. Et après, ça s'est colporté dans le rap. Voilà. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du climat en fait? Alors les climats, c'était un peu chaud, hein, parce que alors moi j'étais un des seuls blancs, faut dire, mais comme j'étais français, ça passait, donc je rentrais un peu partout. Mais alors les spécificités des clubs de Memphis, c'est qu'ils jouaient du get back sound. Donc le get back sound, c'est un style justement très. Il faut savoir qu'il y a, dans ces clubs-là, on ne le retrouvait pas dans les autres villes du South. C'est qu'ils dansaient en rond comme une transe hypnotique. On aurait dit une scène de vaudou. Même LL Cool J, quand il est venu en 87 à Memphis, il a été ébloui, et même il a essayé de danser un peu ce côté de ce qu'on appelait la gangster walk.
La Gangsta Walk a été créée. Alors, on va revenir, je Ouais. pense, sur ce point précis, ça ne te gêne pas. Oui. Je vais continuer juste, mais du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi le rap de Memphis, à l'époque, était spécial? Qu'est-ce qui faisait qu'il était spécial? Ouais. Il était spécial parce que déjà, il y avait ce côté lancinant, hypnotique. D'ailleurs, c'est pourquoi les Six Mafia a créé ce label qui s'appelle Hypnotize Minds. Et puis, il y avait tout ce côté mystique qu'on retrouve justement dans les premières productions de Esham, où ils étaient très inspirés par Esham et Gangsta Nip de Houston. Mais Memphis avait une spécificité à part des autres villes parce que c'était un son, déjà beaucoup de basses, il y avait des infrabasses énormes qui étaient souvent utilisées pour les voitures, etc. Et surtout le côté tongue twisting style, aussi qu'on retrouve, qui a été créé par Lord Infamous et non Migos, hein, je précise. Et donc tout ce côté-là, en fait, il y avait une unité en fait dans ce côté-là de Memphis, où la plupart des artistes en fait étaient comme inspirés au même moment, ils ont poussé comme des champignons, on va dire entre 92, 93, 94, où ils avaient à peu près ce même style tous ensemble. C'est comme si la ville avait été portée par ce style-là. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par tongue twisting style? Alors, le tongue twisting style, c'est le style de la langue qui roule. Voilà. Roule. Donc Twista s'appelle comme ça. Il avait le Guinness Book des Records en 91. Lord Infamous a créé ce style-là dans des morceaux comme 187 Invitation, à l'époque où il était dans le groupe d'Serial Killa, c'était son premier groupe avec DJ Paul, et aussi Skinny Pimp, qui a ce côté-là qu'on peut entendre dans un morceau qui s'appelle Midnight House, sur son premier album, King with a Player's Ball. Donc, ce style-là, en fait, est très particulier, et c'est pour ça qu'il y a eu le beef avec Bone Thugs, parce que, en fait, les rappeurs de Memphis et Lord Infamous disaient, mais on l'a inventé avant. Et en fait, tout simplement, ils ne savaient pas que Bone Thugs avait fait Faces of Death, leur premier album, qui avait ce côté-là aussi, mais c'est un album local. Ok. Voilà. Donc, ce style est très particulier, parce que c'est un... Donc, ça joue sur les doubles temps, en fait. Et Lord Infamous était le maître de ça, c'est-à-dire c'est un style où il y a pas le souffle n'est plus là, quoi. C'est-à-dire que il peut rapper pendant très longtemps sans souffle. Voilà. D'accord. Et du coup, ça n'a rien à voir avec cette histoire de triplette. Si, c'est le triplet flow. Voilà. C'est ça. C'est exactement donc voilà. c'est synonyme. Ce que Migos après a repris, et Exactement. beaucoup de gens ont pensé que c'était Migos, alors qu'en fait, c'est Lord Infamous qui a créé ce style-là. Ouais. Il y a une vidéo YouTube justement qui retrace l'histoire du triplet flow. Ok. Bah, écoute, merci en tout cas pour ces précisions. Alors, oui, donc juste une petite question. Qu'est-ce qui caractérise le son de Memphis? Tu disais, donc j'imagine que peut-être tu veux nous parler un petit peu peut-être des cassettes, du côté Lo-Fi. Tu parles des infrabasses. Est-ce que tu peux juste nous donner un peu les caractéristiques, on va dire, principales du rap? La caractéristique, justement, et c'est pour ça que des artistes de musique électronique plus récents se sont inspirés au style de Memphis, parce que justement, il y avait ce côté Lo-Fi inventif, dark, complètement... qu'on peut retrouver dans des groupes comme Immortal Low Life, dans Trauma Center Killers ou Fraser Click, DJ Sound, qui avait ce côté justement complètement lo-fi, et justement le fait que ce soit enregistré sur des tapes, ça donnait un souffle. Donc il y avait ce souffle encore plus obscur, encore plus dark, justement qui caractérisait ce style-là, alors que dans les autres villes, là, ils avaient peut-être plus, ils enregistraient peut-être plus dans une meilleure qualité. Donc cette mauvaise qualité, donc mis en plus avec ce côté justement dark, faisait un effet fantomatique complet, donc hypnotique. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux nous parler vite fait par exemple de la TR-808 ou tu vois des high claps ou des choses qui faisaient partie des sons dans qui étaient assez... Alors en fait la TR-808 à la base ça vient du groupe Mars, donc Pump Up the Volume,
87, et ça a été repris après par tous les rappeurs new-yorkais, Mhm. et donc par les Showboys aussi. Et pourquoi les Showboys? Parce que les Showboys, eh bien, justement, ils ont amené ce style justement de rythmique, et les artistes de Memphis s'en sont inspirés complètement. Donc dans le morceau Drag Rap, voilà, ou Triggerman Ouais. Beat, qui a repris Spanish Fly. Ouais. Donc ce côté de la rythmique, du charlet en continu, est totalement typique de Memphis. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Get Buck Sound, s'il te plaît? Tu Ouais. mentionnes ça dans une Alors autre interview. le Get Buck Sound, c'est un style qui est l'ancêtre du Get Crunk, en fait, parce que 36 Mafia a fait un morceau qui s'appelait Get Crunk en 97 sur The Mhm. End, l'album The End. Et le Get Buck Sound, en fait, ce sont des refrains, en fait, chantés comme des appels, des appels, en fait, et il n'y a pas il y a pas de texte, en fait. C'est juste un refrain qui est mis en boucle sans arrêt et qui est utilisé pour les clubs, justement de Memphis, et par Spanish Fly, par 36. 36 pouvait aussi bien faire du Get Back Sound que du Memphis Pimpin' Music, comme ils pouvaient faire aussi de l'horrorcore, enfin du devil shit. Donc ils mélangeaient tout ça en même temps. Voilà. Est-ce que parce que d'après ce que j'ai compris, le Get Buck Sound est aussi lié au côté Bones qui venait de New Orleans, ou j'ai mal compris en termes de précurseur au rap de Ouais. Memphis? Ouais? En fait, ça vient de la Miami Bass. Ouais. Ça vient de la Miami Bass. C'est Two Life Crew, c'est Magic Mike. Ouais. Donc, c'est les pionniers. Mais c'est vrai que New Orleans, DJ Jimmy a inspiré aussi les artistes de Memphis. Titi Tucker, aussi, Titi Tucker, un DJ Herb, ont inspiré aussi Memphis. Ils se sont inspirés les uns les autres. C'est vrai que le New Orleans Bounce, le style aussi que faisait Manny Fresh, donc a inspiré beaucoup aussi. Mais chaque ville, en fait, a son propre son. À Memphis, ils ont leur propre son. Ils ont le Get Back Sound. À New Orleans, c'est la bounce. À Miami, c'est la bass music. Atlanta, c'est un genre de crunk, mais différent du crunk de Memphis. Ouais. Voilà. Donc, il y a plusieurs styles, plusieurs spécificités. D'accord. Et donc, juste pour clarifier, on est d'accord que le Get Buck Sound et la Bounce se sont influencés, ou l'un influencé l'autre Et plus que... ça, oui, Ouais. ils se sont influencés les uns les autres parce que, par exemple, dans tous les, les lyrics, en fait, dans les refrains de Memphis, on retrouvait les mêmes gimmicks de DJ Jimmy, tu vois, par Ouais. exemple, ou dans Freakmaster, qui est un des pionniers aussi de Memphis, on retrouve tout à fait ces gimmicks de DJ Jimmy aussi. Donc Ok. oui, il y a une influence réciproque. Et après, c'est vrai que New Orleans s'inspire aussi de Memphis, mais après coup. Donc ils se sont tous influencés les uns les autres, en fait. Mais Atlanta aussi avait son propre style, justement la trap music. À la base, c'est Atlanta, c'est des groupes comme Ghetto Mafia ou The Hard Boys qui ont été les pionniers, alors pas dans le son, parce que c'était plus Gambo Funk, mais on va dire dans les textes, Ouais. qui eux ont été les précurseurs de la trap. Et après, il y a eu Hitman Sami Sam, DJ Oomp, qui eux ont eu leur propre style de crunk. Ok. Voilà. Avant Lil Jon, bien avant Lil Jon. Alors, on va y revenir à la crunk. Donc, moi, j'ai une question sur les techniques de production. Est-ce qu'elles étaient toutes les mêmes dans le sud par rapport à New York et LA, qui étaient les grosses plaques tournantes, on va dire. Alors, New York, c'est les caisses claires, ils avaient une façon de produire en particulière. La West Coast, la G-Funk aussi. Il faut savoir que dans le South, c'est vrai qu'il y a ce côté de la Terre 808, de la bass, Ouais. donc qui est utilisé pour les voitures beaucoup. Donc ils ont ce côté de l'infrabasse, alors surtout à Memphis où tu peux avoir 4, 5 infra en même temps. Oui, oui. Donc le South, de manière uniforme, a quand même adopté ce code des basses qu'on retrouve moins à New York, qu'on retrouve à New York, mais au début des années 80, donc dans les années 80 où
on a ce côté de la TR-808 qu'on ne retrouve plus ensuite. Voilà. Donc c'est vrai que le South a une manière de produire particulière, c'est vrai. Ok. Du coup, là, pour toi, qui a amené la TR-808 dans le game? Oh, Pas ça forcément. c'est Ouais, une grande question. c'est une grande question. Bah déjà la plupart des artistes de New York au début, New-Yorker. c'était de la TR-808. Ouais. Après, c'est vrai que beaucoup d'artistes du South ont adopté cette TR-808, donc ils ont beaucoup de gens, c'est drôle parce que beaucoup de gens qui sont à fond dans New York vont dire ouais le South c'est pas hip-hop, alors qu'en fait ils ont repris la TR-808 qui est les pionniers du hip-hop qui ont utilisé cette basse-là, quoi. Donc c'est assez drôle, quoi. Alors, moi, je me posais la question quand même. Donc, parfois, j'écoute, je sais pas, par exemple, Al Capone, l'album Da Resurrection qui est sorti en 95. Par exemple, le morceau Rolling Deep. Je Ouais, me dis, il y a quand même une grosse influence de la West Coast dans le rap de Memphis, non? oui, complètement. Ouais, je ne suis pas folle. Complètement, oui, oui, oui. Déjà, il faut savoir que des artistes de Memphis sont, par exemple, comme 8 Ball MJG, qui sont les pionniers. Mhm. 8 Ball MJG et Tela aussi, sont partis justement chez Suave House. Et Suave House, c'est à Houston. C'est donc un son qui est beaucoup plus Gambo Funk, G-Funk, on va dire. Donc il y a une spécificité, c'est vrai, à Memphis, à la fois il y a ce côté très inspiré par le blues, et aussi par le hardcore, mais il y a quand même un côté très G-Funk aussi, comme Playa G par exemple, dans les productions. Aussi dans le style vestimentaire, ou par exemple des groupes comme G-Style, le morceau, par exemple, Gangsta, qui reprend la Gangsta Box en 93, ils ont les jeans cartonnés bleus. Et ils sont très dans la culture Crips, on va dire, de Los Angeles. Euh, on voit par exemple même des photos, on voit Gangsta Pat qui est avec Ice Cube à Compton, je veux dire, on le voit poser, donc ils sont vraiment fans de la culture de Los Angeles, c'est vrai complètement. Et aussi, par exemple, lors d'Infamous et Coachy Black se sont rencontrés, ils avaient des Blue Dickies, des Chuck Taylors, bleus, et ils étaient complètement dans la culture West Coast, c'est vrai. Ouais. Donc il y a ce côté G-Funk inhérent vraiment au style de Memphis, et Pimpin' Music, c'est le Making Easy Money, Pimpin' Housing Style, donc c'est complètement dans l'esprit aussi P, un peu blues, un peu voilà, ce mélange-là. Donc c'est vrai D'accord. qu'il y a ce côté G-Funk, quoi. Ok, alors maintenant, j'ai une question sur, bah, je pense pour la bonne personne. Quelle est la première collaboration entre Pen and Pixel Graphics et les artistes de Memphis? Et pour toi, quels sont les covers ou les travaux les plus emblématiques selon toi? Ouais. Alors, une des premières covers par un Pixel pour Memphis, il s'agit de 8 Ball MJG, l'album mythique Coming On Hard, donc en 93. Et ensuite, oui, il y a d'autres covers comme World Domination de 36 Mafia. Donc, il y a The End aussi. Donc, oui, il y a plusieurs covers. Et c'est vrai que les premières covers de 36 sont toutes un pixel. Voilà. Hmm. Alors, c'est vrai que oui, je suis un peu bien passé pour savoir parce qu'on a fait une galerie aussi à Paris en octobre 2018. On a amené carrément le patron de Sean Brock de Pan Pixel. Et en fait, oui, donc on a mis en cover beaucoup des covers de 36. Et oui, Memphis a été inspiré comme le South, hein, comme tout le South, par Pan Pixel, complètement. C'est vrai, complètement. Ok. Est-ce que, alors en fait, bien sûr, il y avait la musique, il y avait la mode. Donc visiblement, tu en as parlé un petit peu avant. Il y avait aussi des danses. Est-ce Oui. que tu peux nous décrire un petit peu la gangsta walk, peut-être le bug jumping aussi? Mhm. Euh, Alors la Gangsta Walk, on va dire que c'est un style qui est né en 86-87, donc dans les mhm. premiers clubs
Al Capone décrit ça justement, que c'était son cousin qui lui montrait à la Gangsta Walk. Il pouvait même pas rentrer en club à l'époque, il était trop jeune. C'était le Terrence Club. Donc il y a plusieurs clubs en fait où ils ont utilisé ce style. Et c'est vrai que c'est un style très fluide, c'est-à-dire qu'on a l'impression il flotte sur le sol. Et c'est pour ça que ça a été repris. D'ailleurs, Lil Buck, qui est un artiste de Memphis, qui est très jeune, hein, a fait ce style-là. Et ça a été repris justement par l'opéra. C'est-à-dire que l'opéra, enfin les chorégraphes de l'opéra ont trouvé que justement parce qu'il y a ils dansent sur les pointes. Donc on a tout à fait cette culture des pointes dans l'opéra. Et justement, ce côté fluide et aérien, harmonieux, a inspiré beaucoup, même jusqu'à Madonna, qui a utilisé, enfin, qui a pris l'inbox sur des clips, et d'autres personnes, hein, tu vois. Donc, c'est un style très particulier, très gangsta, mais en même temps, il y a un côté très harmonieux, et on est tout à fait dans cette culture du gatebox sound, parce que c'est utilisé pour ça. Voilà. Conchy Black, par exemple, il était le danseur de Twisted Mafia, il était le danseur pour Al Capone aussi. Donc il y a toute cette culture justement très street, mais en même temps très harmonieuse de cette danse-là, qui est très peu connue, hein, qui est très peu connue parce qu'on parle toujours de la Sea Walk, mais la plupart en Europe, quand on parle de Gangsta Walk ou du style de Memphis, ne connaissent pas. Voilà, donc c'est très très peu connu en Europe, par contre. Okay. Ça commence à se connaître un peu plus par Lil Buck justement, à un niveau plus mainstream, on va dire. Parce que maintenant, il utilise presque sur du piano, où il danse carrément sur des sur des chorégraphies, des genres de choses comme ça. C'est impressionnant, hein, comme la culture de Memphis. Je veux dire, c'est partout, comme on disait Oui. tout à l'heure. C'est vraiment partout sans qu'on s'en rende compte forcément, en fait. C'est dans l'inconscient. DJ Paul disait, moi j'aimais bien quand la East sonnait East, la West sonnait West, le South sonnait South. Maintenant tout le monde sonne comme nous. Ouais, il a pas Eh tort. oui, c'est un peu ça. La culture de Memphis, le son de Memphis, tout a été dans le subconscient, dans l'inconscient de beaucoup d'artistes actuels, surtout dans la trap et dans l'Atlanta, qui ne connaissent absolument pas la culture de Memphis, mais ils ont travaillé dans ce sens-là le son sans se rendre compte que ça vient de Memphis. Voilà. Ok, ouais, non, c'est impressionnant. Alors, attention, question très compliquée pour toi, tu as le temps de prendre un peu de temps. Oui. Selon toi, quel est ton top 5 des artistes les plus importants dans le rap de Memphis et pourquoi? Donc, c'est comme tu veux, tu peux répondre du tac au tac ou si tu veux réfléchir, c'est toi qui vois. Je t'écoute. Alors, je dirais numéro 1, Gangsta Pat. Gangsta Pat parce que c'est le pionnier. Il faut savoir que c'est un gars qui était chez OTS Records. Donc OTS Records, c'est très important parce que c'est les pionniers, le label pionnier de Reginald Boyland qui a créé en quelque sorte la carrière de 8ball MJG. En second, je dirais 8ball MJG aussi parce que eux, c'est Listen to the Lyrics. Listen to the Lyrics, c'est le premier album en 91 de 8ball MJG. Donc c'est ce label-là a inspiré Hypnotize Minds, a inspiré tous les autres labels de Memphis. Donc, Gangsta Pat en premier parce que aussi, il a signé un deal avec une grosse maison de disques à l'époque, dès 91. Et c'est First Suspect, donc c'était le premier album, il y a I'm the Gangsta aussi. Voilà. Donc, pour ça, il avait le style un peu à la Cool G. Il était vu comme le king en fait de Memphis au tout début parce qu'il inspirait énormément de gens, même DJ Paul et Larry Famous, ils étaient beaucoup plus jeunes puisqu'ils venaient à OTS Records. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, bon, j'ai quand même lu énormément pour faire cette interview et j'ai l'impression que Gangsta Pat, il est pas vraiment cité. On le cite, mais toujours un peu sur le côté. Je veux dire, c'est pas du tout le premier que les gens mettent en liste, enfin en numéro 1, tu vois. Oui, parce qu'il il a été mis de côté, beaucoup l'ont oublié en fait. Après, en deuxième, j'aurais mis Edwin Jamesy, mais en troisième, DJ Zirk, parce que lui, c'est tout Six, c'est toutes les productions de DJ Zirk ont inspiré tous les Six aussi. Ils ont repris des samples, etc. de DJ Zirk.
Donc oui, DJ Zark aussi, quelqu'un de très important à Memphis. Ouais, Par exemple, sur Netflix, ils n'ont même pas cité. Ils ouais, ont mis une cover et c'est Gangsta Pat qui, dans l'interview, met en avant DJ Zark. Ils l'ont même pas mis en avant. Alors quand même, c'est le pionnier vraiment du style de Memphis. Il avait fait un morceau avec Radical T en 91. Il était aussi chez OTS Records. C'est pour ça que ouais. OTS Records, c'est quelque chose, c'est un label très important parce que tu avais Al Capone, qui faisait partie de Man of the Hour, tu avais Tella, qui faisait partie de Seconde Nouvelle, Ouais. tu avais Psycho, alors Psycho and the Charge Partners, que là je mettrais en quatrième parce que Psycho, c'est comme le créateur, on va dire, du Devil Shit. Et c'est pareil, on est en 92. Donc avant, des morceaux de DJ Paul se sont inspirés de Psycho. Donc c'est un Ok. gars très important, Psycho, parce que c'est le créateur aussi, on va dire, du Devil Shit. Ok. Euh, Il t'en reste un. en cinquième, je dirais Lord Infamous, parce que c'est quand même lui qui a été pour moi, et est Rest in Peace, qui a été un des meilleurs lyricistes de Memphis, en termes de flow, en termes de métaphore, en termes et puis surtout l'influence qu'il a eu énorme sur tous les autres rappeurs, sans le savoir. Hmm. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils sont inspirés de Lord Infamous. Donc voilà, je reste ces cinq là. Après, oui, bien sûr, il y en a plein d'autres, hein. Mais on va dire que c'est. Et Al Capone, bien sûr, il y a évidemment ce qu'a fait Al Capone qui. D'ailleurs, mon nom Sinixta, ça vient de l'album Sinista Funk. Voilà. Je me demandais Voilà. s'il y avait. Ça vient de Sinista Funk, de l'album mythique Sinista Funk, qui est un Ok. album légendaire à Memphis. Ok. Voilà. Ok, ok, ok. Et alors, bah, tu t'as un petit peu répondu, mais finalement, tu nous as parlé du début du rap de Memphis avec sa bounce. Ouais. À partir de quand ça a C'est pas la bounce, commencé? hein, c'est le Get Back Sound. Le Ouais. Get Bud Song Ouais. qui vient quand même, qui est quand même inspiré par la bounce, on est d'accord ou pas? Il serait plutôt inspiré par la Miami Bass. D'accord. Parce que, Ok. Ouais. oui, la bounce Parce a que son style à lui. Spanish Fly. Ouais, ok. Mhm. DJ J'ai cru. Spanish Fly, ouais. Il y a SMK et Penny Tony. Donc, c'est les trois, on va Voilà. dire, principaux. SMK qui a fait Gangsta Walk en 91 et Ouais. Penny Tony aussi, et Freakmaster. Donc, c'est les quatre, on va dire, les quatre DJ très importants, on va Et dire, donc, novateurs, créateurs de ce style-là. d'accord. Et donc, influencé par à la fois Miami et à la fois New Orleans? Est-ce qu'on. Oui, surtout Miami, on va dire surtout Miami, Surtout ouais. Ouais, Miami. ouais, ouais. Ok, ok. Mais bon, elles se sont inspirées les uns les autres après. Oui, oui, je sais que c'est pas si simple, hein. Il y avait DJ Fela, Rest in Peace aussi, DJ Pinky. C'est les pionniers en fait de ce son-là, hein. Voilà. Ok. Et DJ Sound. DJ Sound, dont on parle très très peu, qui lui aussi est un des pionniers, hein, dès 92, 91, et Blackout. Blackout aussi, qui est très important à Memphis. Il y a moins connu Lul Grim qui a produit Children of the Corn. Ouais, Donc il y a un t'as groupe fait. plus dans le Devil Shit. Tu m'avais Encore. envoyé une interview de Lil Grémin, il me semble. Oui, Ouais. on a fait une de ses premières interviews, parce que bon, à UGS, c'est vrai qu'on a souvent des artistes qui n'ont jamais eu d'interview, des fois, comme MyCO. MyCO, c'est le producteur de Manson Family, donc de Tommy Wright. Il a produit intégralement l'album, Alta Skelta. Il a produit pour Lord Infamous, il a produit pour le dernier album de T-Rock et Freeze the Boy, là, qui vient de sortir. Donc, c'est un gars qui est vraiment aussi peu connu, mais qui est quelqu'un d'important aussi. Ok. Alors, du coup, on a cette influence Miami et de New Orleans. Mais à partir de quand tu penses que ça a commencé à partir en Devil Shit? Avec quels artistes et peut-être quel morceau, s'il y a un morceau phare C'est Psycho, hein. Psycho, on va dire que c'est lui le premier, dès 92, qui a commencé un peu ce style Devil Shit. Après, il y a Al Capone qui avait fait un morceau qui n'est jamais sorti, qui s'appelle The Devil Made Me Do It, où sa mère a trouvé les lyrics, elle les a brûlés, parce que c'était trop dark. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle.
il nous raconte ça dans l'interview. Justement, c'était avec Jean-Pierre Labarthe. Jean-Pierre Labarthe qui est aussi est un auteur qui est très important parce il a écrit beaucoup aussi sur Memphis, sur New Orleans, sur la culture du South. Voilà, donc, se présente son livre Gangsta Gambo où on voit Al Capone justement en couverture. On peut le voir là, ce qu'a fait Al Capone. Oui, donc il y a beaucoup de choses par rapport à ça, ouais, c'est sûr. Ok. Ouais. Alors, les lyrics, donc les paroles peuvent parfois être assez explicites. Les artistes visiblement décrivaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voyaient. Alors, ça parle de crimes, de vente de drogue, de proxénétisme. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que toi, tu étais là-bas? Est-ce que tu peux commenter là-dessus? C'était un peu chaud, ouais, c'était un peu chaud. Ouais. D'ailleurs, TJ Zirk, il a un morceau qui est très connu, c'est Lock 'em in the Trunk, c'est mêlé dans le coffre. C'était une technique tout à fait de Memphis. Et DJ Paul disait oui, on te coupe la tête aussi. Alors, bon, là, il en rajoutait un peu, parce qu'ils ont ce côté aussi d'en rajouter. Mais il y a des trucs très vrais. Hein. Je veux dire, c'était très dangereux à Memphis dans les années 90. À tout moment, on pouvait se faire tirer dessus. Il y a des anecdotes. Hein, je veux dire, vraiment, c'était quand même dangereux. Hein. D'ailleurs, Skinny Pimp, son beau-père s'appelait Skinny Pimp, qui était un vrai gangster, un tueur. Il disait non, c'est moi, Skinny Pimp, par exemple, pour donner une idée. Non, c'était. Ok. Il disait qu'il était son grand-père pour avoir. Son beau-père, son beau-père s'appelait Skinny Pimp en fait. Ok. Voilà. D'accord. C'est intéressant. Je ne savais pas. Ouais. Ok. Et il faut savoir qu'aussi DJ Paul, son demi-frère, qui est très peu, il a pris une peine de prison énorme, où en fait il faisait partie du cartel, de plein de choses, mais il en parle jamais de son frère, DJ Paul. Donc il y a quand même cette culture très gang et tout ça. Hein. Coachy Black aussi fait partie des gangsters d'Issal, des GD. Donc il y a toute cette culture-là un peu, c'est vrai gangsta, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'était un peu chaud, même les clubs et tout, ils venaient armés et tout, les types. Hein, c'était pas à l'époque où Squeaky et DJ Paul étaient en embrouille, c'était chaud, quoi, quand même. Hein. Donc, il fallait faire attention. Ouais, je me doute. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde en fait le lien entre le rap de Memphis, tout ce qui est Devil Shit et la religion. En fait, on m'a dit que les religions protestantes du Sud, elles sont faites de trance, de mauvais sorts, que c'est un mélange de vaudou, de pentecôtisme, qui est un courant évangélique, et que beaucoup de mecs sont fils de pasteurs, qu'il y a aussi beaucoup qui sont d'origine caribéenne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur potentiellement le lien entre ces choses? Eh bien déjà, première chose, Juicy J, son père, il est fils de pasteur. Donc déjà, je pense qu'il a fait un peu ce côté Triple Six Mafia, Triple Six. C'était un peu une rébellion, un peu contre tout ça. Mais en même temps, il a totalement grandi dans cette culture gospel. DJ Paul et dans Infamous étaient enfants de cœur, sauf que là, je parle quand ils étaient petits. Lors d'Infamous, c'était au chant. Et DJ Paul était au piano, par exemple. Donc, ils chantaient dans les églises. Après, bon, c'est sûr qu'ils ont totalement dérivé vers le côté un peu satanique et tout ça. Mais au tout départ, ils ont toute cette culture-là dans le South, du gospel, du blues, et aussi dans les champs de coton, dans l'ancien temps de l'esclavage. Il y avait ce côté de l'appel, on répond, il y avait ce côté de la transe. Alors, c'est vrai que ça vient les premiers, finalement, c'est Gilles Scott Heron, c'est Mohamed Ali quand il boxe et qui a l'impression qu'il est en transe quand il parle, quand il fait quelque chose, les Last Poets. Et après, c'est venu dans le South, tout ce côté justement de l'appel, la réponse qu'on retrouve dans ce style. Et c'est vrai que New Orleans, il y a le côté du vaudou complètement. Par exemple, le Mystical, son nom vient d'une arcane vaudou complètement, tu vois. Donc, rien que son nom, déjà, il y a ce côté-là. Donc, c'est vrai que la culture vaudou, la culture gospel et soul a inspiré beaucoup d'artistes de Memphis. Et puis, il faut dire que la plupart de leurs pères, même à DJ Paul hein, et d'autres, hein, étaient bluesman ou étaient dans la soul. Donc, forcément, ils ont été complètement inspirés. Ce qui est différent à New York où c'est plus intellectualisé, c'est plus intellectuel. Comme dit Bun B de UGK, il disait dans le South, on est près de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Deep Blue South. C'est pour ça que c'est ce côté du blues, de la soul et tout ça.
Et c'est pour ça aussi que le second livre, troisième livre de Jean-Pierre Labarthe, c'était, par exemple, là, on voit ça, le démon du blues. Enfin, je le présente là, démon du blues, on voit Kelly the Kidnapper de Houston. Donc, il y a tout ce côté de la soul, du blues, de la religion, qui est très ancré dans le South. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Donc, tout à l'heure, on parlait des paroles qui étaient très, très explicites parfois. Est-ce qu'on est d'accord que le rap de Memphis est quand même assez théâtral, que parfois c'est une mise en scène? Oui, complètement. Lord Infamous, d'ailleurs, à l'époque, disait dans des interviews pour Murder Dog, il disait qu'on a 3-4 personnages, des fois, à la fois, à un moment, je suis le gangsta, après, je suis l'occultiste, après, je suis le pimp. Donc, ils ont plusieurs façons de chanter, même Lord Infamous, par exemple, à un moment donné, il s'appelait The Kaiser Soze, où il a un style plus rough sur le groupe Thunder Club of Thugs. Après, il a un style complètement, on va dire presque Pink Floydien sur no, I'm Crazed ou Anyone Out There, où c'est aérien. Kupstak Nika aussi avait ce côté-là aussi très très différent selon les styles. Donc c'est vrai que oui, à New York, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus uniformes dans leur caractère, alors que c'est vrai qu'à Memphis, et c'est vrai que tous les Six étaient très là-dedans, c'était des morceaux très différents dans les flows, dans les lyrics, dans plein de choses, c'est sûr. Ouais. Non, c'est assez varié en effet par rapport à d'autres scènes. Bah, déjà, c'est les premiers à avoir. Ils chantaient, on ne chantait jamais dans le rap avant. C'est ce côté à Memphis chanté qu'on entend dans Carmike, par exemple, un des premiers artistes qui était signé par Juicy J. Coopstar aussi, donc c'est vrai, il y avait Bone Thugs, mais eux, il y avait quelque chose d'autre où c'était presque chantonné, quoi, tu vois. Donc Ouais. c'est vrai qu'on on l'en trouvait pas du tout dans New York où ça se faisait pas de chanter. Voilà. Alors, je vais maintenant, en fait, tout à l'heure, on a un peu parlé d'Atlanta, j'aimerais bien y revenir. Alors, comment tu définis le rap d'Atlanta dans les années 90? Quel nom tu utiliserais en fait? Ouais. Alors oui, Atlanta des années 90, bah il y a, on va dire qu'il y aurait DJ Oomp, il y a Hitman Sami Sam, qui eux, c'est va dire le crunk d'Atlanta. Mais il y a surtout les pionniers d'Atlanta. Justement, j'ai fait un mix dessus là, justement sur l'Atlanta Old School Mix. Qui là, t'as Ayton Players, t'as Red Money, Kilo Ali, qui ont ce style d'Atlanta, les pionniers du style d'Atlanta et dont on ne parle jamais. T'as Candy Fresh, Success and Effect, MC Shady qui aussi a inspiré DJ Paul parce que DJ Paul s'était dit mais si ce petit peut rapper, mais je peux rapper aussi parce que Ouais. c'était vraiment un peu enfantin ce qu'il faisait. MC Shady, c'est un pionnier. T'as la tag team aussi, DJ Smurf. Mais comment tu qualifies le style de rap C'est en un fait? style très club. C'est un style très C'est club, club. presque électro-funk. Ok. Et là, je te parle de ça en 88-89. Ouais. Donc, Kilo Ali a inspiré énormément le South aussi, Red Money, Brains and Dream aussi. Et après, t'as tout. Alors, t'as un côté beaucoup plus ton trap musique, mais dans le sens, pas du son, mais dans le sens, comme j'expliquais tout à Les l'heure, lyrics, ouais. des lyrics, où la trap musique, la vraie trap musique, elle vient des groupes comme Ghetto Mafia et The Hard Boys. The Hard Boys, The Hard Boys, c'est un morceau comme A-Town, donc qui représente vraiment Atlanta, qui représente vraiment ce style. Outkast et Goody Mob et les autres groupes Dungeon Family ont un style beaucoup plus intellectuel, on va Ouais. dire, ont un style différent. Qu'on retrouve pareil hein, à Jackson, Mississippi ou à New Orleans dans les débuts, où c'est le côté très New York, on va dire. Par exemple, des groupes comme New York ANC à New Orleans, c'est Nia X qui a créé ce groupe-là en 84. Donc il y avait ce côté en fait très new-yorkais au tout début. Alors moins à Memphis, mais c'est vrai dans les autres villes, il y avait ce côté, même à Atlanta, ce côté un peu East au tout début, mais comme tous se sont inspirés de la East Coast, hein, voilà. Donc oui, c'est vrai que c'était très club quand même. Et T-Rock aussi, qui était signé chez Memphis, signé chez 36, est un artiste d'Atlanta aussi.
Ouais, il y a eu des échanges. Donc justement, je vais revenir sur cette question-là. Tu peux nous dire comment Memphis et Atlanta sont influencés? Est-ce que l'une des villes a influencé plus l'autre? Euh, Est-ce qu'il y a un sens, on va dire? Et moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait un petit bif entre les villes, mais je ne suis pas si sûre, donc j'aimerais bien savoir ton opinion là-dessus. Ouais. Il y a pas vraiment de bif. Disons que avec la popularité des artistes d'Atlanta, comme T.I. et d'autres, hein, ça a réveillé un peu des petites rancœurs dans le sens que Memphis a créé vraiment un style que Atlanta s'est approprié par la suite. Comme Lil Jon et plein d'autres artistes se sont inspirés complètement de Memphis ou de Get Crunk, par exemple, de 26 Mafia. Donc, ils ont complètement intégré, on va dire, ce style-là. Alors, Lil Jon, quand même, a toujours, on va dire, remercié 26 Mafia comme étant ses inspirateurs, mais il n'y a pas eu vraiment de lien entre, je veux dire, le style Atlanta et la reconnaissance qui a lieu d'être pour le style de Memphis, qui a inspiré beaucoup Atlanta. Voilà. Bon, Atlanta, c'est deux. Il y a le style quand même. Tous les artistes que j'ai cités, comme Ayton Players, Killa Wally, Red Money, c'est un style ancien, on va dire presque électro-funk, qu'on retrouve aussi à Memphis au tout début, fin des années 80. Mais après, ils ont quand même eu des styles très différents, où après, ça s'est plus allé vers T.I., vers Young Jeezy, mais qui sont complètement aussi inspirés par le style de Memphis, mais différemment. Voilà, c'est plus policé, on va dire. C'est plus policé D'accord. à Atlanta. ATL. Et, et du coup, tu dirais que le Sud était plutôt interconnecté ou plutôt divisé, toi? Déjà, dans le Sud, il y a une Southern Hospitality, il y a quelque chose de différent dans le South par rapport à New York. Ils sont plus ouverts, plus. Voilà. Donc, oui, à Houston, ils sont beaucoup plus unis. Alors qu'à Memphis, c'est un peu le panier de crabe, hein. Ils sont un peu tous les uns contre les autres. Bon, maintenant, il y a un peu plus d'unité. Ils ont grandi, tous les anciens ont grandi, donc ils sont plus ou moins bien entre eux. Mais c'est vrai que dans le South, c'est quand même une unité, mais un peu, c'est vrai. Par exemple, pour un petit exemple, hein, Planet Pixel Graphics, qui est justement une entreprise de Houston, Houston. euh, eh bien, n'a que deux ou trois covers de New York. Pourquoi? Parce que les artistes new-yorkais détestaient le South. Il y avait quand même un New York Orlander et n'ont jamais fait appel au service de Planet Pixel. Alors, le seul qui a, c'est Cool Case, qui est un artiste déjà déjanté, pour justement un album de Planet Pixel où justement on voit un rat dessus. Enfin, c'est complètement dingue. Et d'autres artistes de New York. Donc déjà, on peut voir cette fracture en fait entre la culture du South et puis il y a le Southern slang. Les New-Yorkais se moquaient un peu de l'accent. Outkast, ils ont été sifflés en 95 aux Grammy Awards quand ils ont gagné. C'est un exemple. Le South a quelque chose à dire. Tu vois, c'est Ouais, ce qu'il ouais. disait. C'est ce qu'il disait. On s'est moqué de nous, mais on a pris notre revanche. Voilà, Ouais. il y a ce côté-là quand même. Donc oui, il y a quelque chose dans le South de différent. Et il y a aussi dans les covers ou les textes, il y a quand même très ce rapport au blues, à l'esclavage, au chant de coton, qu'on retrouve pas spécialement à New York parce qu'ils sont loin de ça. Alors que dans le sens, ils l'ont vécu vraiment, quoi. C'était très très dur pour nous. Et même actuellement encore. Voilà. Oui, oui, d'accord. Et aussi par rapport au son, c'est vrai que le son inspire totalement les endroits. Par exemple, dans le Bayou, à Baton Rouge ou à New Orleans, tu as ce côté justement moite, poisseux, donc tu as un son particulier. À New Orleans, c'est pareil. À Houston, il fait tellement chaud, c'est tellement lourd le son que le son est ralenti. Tu vois, le son est lent. Donc il y a ce côté aussi, le son, le temps, le temps influence aussi la musique Ouais, complètement. ouais, Et c'est à intéressant. Memphis, c'est pareil. Il y a un côté particulier. Alors moi, je l'avais évoqué aussi à Memphis, il y a une spécificité, c'est pourquoi il y a ce côté un peu occulte, un peu étrange dans Memphis. Alors il faut savoir qu'il y a une pyramide qui s'appelle la pyramide Arena, et moi
j'avais évoqué l'idée que justement il y a une influence peut-être mystique, ésotérique, presque maçonnique, où justement c'est lié à Memphis Mizraim, ce sont des loges anciennes, et Memphis a été créé justement par des loges, et peut-être que cette influence mystique vibratoire a influencé sans le savoir les artistes de Memphis, de fait de fait qu'il y a une grande pyramide énorme à Memphis, c'est un peu Ouais. comme la pyramide du Louvre, mais en 10 fois Mais, plus géant. mais ils t'ont Donc il y dit a un ça? côté Est-ce que c'est personne, ça? Je me souviens de ça, tu en as ouais, parlé dans une autre interview. personne n'en a parlé. Par contre, il y a les Rhapsody Guilds. Il est vrai que certains artistes de Memphis avaient mis des textes à l'envers, qui étaient très occultes. Ouais. Donc ils ont été inspirés par ce côté Devil Shit. Hein. La Mais, Devil Shit, d'où elle vient, pourquoi Memphis? C'est très particulier. Il y a mais une réponse, il y a une question. il y a une question, mais est-ce que Mais tu la as déjà réponse, t'as demandé aux acteurs justement de la scène de l'époque, est-ce que tu leur as posé? pour eux, non, il n'y a pas d'influence, mais Ok. c'est personnel. Ouais, Mais ouais. je pense qu'il y a une influence particulière. Pourquoi Memphis, pourquoi cette ville-là sonne comme ça, alors que à Houston, non, New Orleans, non, Jackson non plus. C'est très étrange, voilà. Je sais pas, Ok. c'est ce Bon, que je peut-être le ressens. contexte culturel, religieux, on en parlait. Mais bon. Alors, Oui. je vais revenir sur la crunk. On va repartir sur Atlanta un petit peu. Le crunk, pardon. Finalement, pour toi, ça vient de Memphis ou ça vient d'Atlanta? Et quel est pour toi le premier morceau crunk de crunk? Alors pour moi, ça vient de Memphis. Memphis. Le crunk d'Atlanta a son style à lui, qui est plus Ouais, tard. ouais, Bah, c'est très Lil Jon et tout ça, quoi. ouais, Mais le premier morceau de crunk, on va dire, bah, moi je dirais que c'est Get Crunk de 97 de Three Six Mafia ouais. sur l'album The End. Voilà. Alors, je revenais juste au fait du côté justement un peu obscur, etc. Et il faut savoir que Three Six, justement, le logo du label, Prophet Entertainment, c'était un moine avec une étoile de Baphomet, tu vois, dessus. Donc, il y avait quand même ce côté très un peu occulte, occultiste. Et je pense il savait très bien ce qu'il faisait à l'époque. Sauf qu'après, maintenant, ils le démentent. Hein. Ils disent non, non, 3-6, on était 3 puis 6. Voilà. Non, ils disent non, non, il y a plus, il nie tout ça. Mais c'est un Alors, peu comme Bontox, hein. Bontox qui était très dans le Ouija et tout ça. Hein. Alors, Euh, toutes ces références, en fait, toutes ces références un peu enfin, sataniques, etc. Donc, finalement, une de mes autres questions, c'est donc on a Esheim à Détroit, ouais. on a l'Horrorcore de New York, on a cette scène à Memphis de Devil Shit. Mhm. Pour toi, qui a commencé? Parce que oui, les choses étaient parallèles, mais qui a commencé un peu ce truc d'horrorcore? Alors, l'imaginaire hip-hopien va dire que c'est New York qui l'a inventé. Ils vont dire que Club Digaz l'a inventé. Ouais, Que c'est Flatliners, que c'est Necro, après par la suite. ouais, Mais en fait, c'est Esham. ouais. Esham de Détroit a inventé l'acid rap et on est en 89. Bobby Was from Hell, c'est le premier album, on va dire, acid rap qui est différent, bien sûr, de leur hardcore pur et dur. Mhm. Mais il y a d'autres artistes comme Brother Chong aussi à Sacramento, qui c'est le Rip Gut, qui pareil, eux aussi avaient son style, et puis Gangsta Nip. Gangsta Nip, c'est le créateur de l'horrorcore. Il écrivait ses textes horrorcore en 83, 84. Donc, et aussi d'ailleurs, DJ Paul et Lord Famous étaient fans de Esham complètement, et fans de heavy metal, et dans ça se voit parce que toutes les covers, toutes les t-shirts qu'il y avait de Juicy G, on va dire, ils mettaient que des groupes ACDC ou des groupes Metallica, enfin plein de groupes comme ça. Donc oui, oui, complètement, il y a une influence d'Esham. D'ailleurs, et aussi de Gangsta Nip, DJ Paul et Lord Famous, qu'ils avaient leur groupe Social Killaz, ils étaient en high school et ils ont fait la première partie de Gangsta Nip. Donc pour eux, c'était un honneur. Ouais, Voilà. j'imagine. Donc oui, Gangsta Nip a inspiré beaucoup d'artistes. Alors c'est pareil, c'est inconscient. Et Cham a inspiré, c'est-à-dire que les artistes new-yorkais ne l'ont jamais reconnu, n'ont jamais dit non, non, ils n'ont jamais dit Cham nous a inspiré. D'ailleurs, dans l'histoire de Détroit, la plupart des magazines à l'époque, que ce soit Radical, que ce soit RER, ou enfin en France, et même aux États-Unis, ou The Source, ne mentionnaient jamais Esham comme un pionnier Mhm. de Détroit. Voilà. Il a toujours été mis de côté.
comme Gangsta Tape a été mis de côté, comme 36 Mafia a été mis de côté pendant des années, où ils s'étaient vus comme un groupe gangsta uniquement, alors qu'en fait, ils étaient lyricistes de par leur Infamous et Coup Technica, qu'ils avaient inventé ce style horrorcore. Maintenant, on le reconnaît, mais pendant 20 ans, il y a eu cet obscurantisme new-yorkais, enfin pour moi c'est New York World Order, qui a mis la chape de plomb. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du parallèle entre le rap de Memphis et la scène de black metal norvégienne? En quoi en quoi il y a des parallèles? Alors déjà, on a parlé tout à l'heure du label Prophet Entertainment où il y a le logo avec Ouais. l'étoile mystérieuse. Donc oui, complètement. Dans les covers, déjà, dans les covers de Paint Pixel aussi, par exemple Live Europe, ça fait très métal. La cover de The End derrière, où tu vois la planète avec le soleil, on est très dans des covers black metal. Donc c'est vrai que les covers de black metal ont, je pense, inspiré les artistes de Memphis. Blackout disait on adorait porter des t-shirts de heavy metal, de ce genre de choses. Et il était très dans cette culture-là. Ils ont tous été plus ou moins. C'est pour ça qu'à Memphis, pourquoi ils ont été inspirés? Alors que dans les autres villes, pas du tout. Ils sont pas inspirés par ça du tout. Oui. Donc, et alors, ce qui est drôle, c'est que les fans maintenant de Tommy Wright, donc de Manson Family, par exemple, sont souvent des jeunes blancs, fans de heavy metal, fans de black metal, et vont au concert de Tommy Wright, par exemple, ou de DJ Paul. Donc, c'est vrai que, et les funkers aussi ont mis sur le piédestal l'album de Coups Technica, The Devil's Playground, par exemple, qui est très repris. Les funkers sont souvent des fans de métal. Voilà. Alors, là, donc je clarifie juste les funkers, donc du style funk, Funk music, quoi. Voilà, exact, PHONK, qui est un style visiblement qui est un peu né sur la plateforme SoundCloud, de ce que j'ai compris. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça Oui, ou pas. complètement. Tant Oui. qu'on parle de choses actuelles, quels sont tes groupes actuels? Tout à l'heure, on parlait hors interview de Devilish Devilish Trio. Trio. Ouais. Ouais, ils sont très Devilish forts. Trio de Nashville, Tennessee, pour moi, déjà rien que dans le flow, dans le style, ils ont vraiment repris les codes de l'ancien old school Memphis. Après, tu vois, Suicide Boys, voilà, bon, j'aime bien, mais on sent vraiment la reprise un peu trop. Et d'ailleurs, il leur en collé un procès, c'est ça qu'il faut. Alors que Juicy J, une partie de son album a été produit par eux, ils se sont retournés contre eux et ils demandent des droits et intérêts, les samples et tout. Donc DJ Paul et Juicy J ont fait une plainte là récemment contre Suicide Boys. C'est très très drôle. Génial. Voilà. Alors oui, complètement. Ce style-là est repris, interconnecté. Seed of Six, qui est un groupe aussi de Memphis, c'est le fils à Lord Infamous, Lil Infamous, et donc voilà, c'est un groupe aussi important qu'on a reçu beaucoup d'ailleurs à l'émission. Après, il y a Dark Club Mafia Clique, qui sont plus de l'Est des États-Unis, mais qui ont aussi ce style-là. Donc, tu as plusieurs groupes en fait intéressants, même en Allemagne aussi. Il y a des groupes intéressants comme Hardis à l'époque et aussi en France. Il y a un gars qui s'appelait Young Tog qui faisait de la Flash Devil Shit, Black Book. Alors Young Tog, pas le même, pas celui des États-Unis. Donc il y a une influence quand même un peu. Il y a des groupes très intéressants actuels qui font ce style-là. Mais c'est vrai que Devilish Trio, ils ont quelque chose que j'aime beaucoup. Non, moi aussi. Et juste, est-ce que tu connais un petit peu la scène actuelle de Memphis, genre Black Youngsta, je crois que c'est Young Dolph aussi. Oui, Est-ce que je connais un peu, Ouais, mais j'écoute pas trop. ouais, C'est c'est assez pareil comme. différent, je pense. C'est assez différent de ce qui se faisait finalement, il me semble. Oui, j'aime un peu moins, quoi. Voilà, c'est un peu Ouais. moins mon style. C'est la trappe, et la trappe, un peu trappe édulcorée. Après, je respecte, voilà, parce qu'ils ont chanté leur style. Yogori, voilà, Yogori, par exemple, tu vois, il a complètement ce style actuel, mais il faut savoir que très peu de gens le savent. Il a été produit par DJ Sound et il s'appelait Lilio à l'époque. Et il avait un album en 96, donc en une tape, et il avait un son, il avait un flow vraiment novateur, un peu à la Ronnie Famous justement. On était très dans ce délire-là.
Donc Lilio était vraiment très très bon à l'époque. Bon, j'aime un peu moins ce qu'il fait maintenant. Mais voilà, non, là c'est l'actuel, je suis un peu ce qui sort, mais c'est moins ma came, on va dire. Voilà. Donc il y a plus ce côté fantomatique, il y a moins ce côté-là. On est vraiment un peu dans le côté Atlanta, mais un peu gros, quoi, tu vois. Un peu. Non, non, en Gucci effet, Mane, hein. c'est... Gucci Mane, tu vois, par exemple, Gucci Mane, tu vois, bon, je suis pas un super fan, mais il est fan, lui, par contre, de Tommy Ride, de Project Pat et tout ça. Alors, je vais terminer. J'ai encore 3 questions avant la fin de cette interview. Alors, ça va être 2 questions qui sont pour moi très importantes. Bon, les autres aussi étaient importantes, hein. Puis une dernière question bonus pour, D'accord. pour moi et pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, la première, c'est est-ce que... Et alors, c'est peut-être pas à moi de poser cette question, c'est peut-être pas non plus à toi de répondre, mais j'aimerais bien entendre ta réponse. Est-ce qu'on peut dire que le rap de Memphis est une histoire de la culture afro-américaine, fait partie de la culture afro-américaine? Toi qui étais là-bas dans les années 90. Complètement, parce que déjà le South, pas spécialement Memphis, mais New Orleans, Houston, Memphis, toutes ces villes-là ont en commun d'avoir justement vécu le joug de l'esclavagisme, de tout ça, des champs de coton. Donc il y a ce côté profond, vraiment, qu'on peut retrouver dans cette culture-là. Et c'est pour ça que je citais tout à l'heure Jean-Pierre Labarthe, qui a écrit avec Charlie Braxton. Charlie Braxton, qui en fait travaille pour Murder Dog Magazine, qui est de Jackson, Mississippi, qui a fait justement sur Netflix là récemment les épisodes sur New Orleans et sur Memphis. Donc c'est quelqu'un qui met en avant justement aussi toute cette culture de l'histoire afro-américaine en parallèle justement avec justement le rap. En fait, on est venu de la soul, du blues, et on est venu au rap du South. Et c'est vraiment, c'est pour ça que, comme disait Outkast, c'est le South a quelque chose à dire. Voilà. Et là, j'en reviens justement, c'est pour ça au livre de Jean-Pierre Labarthe, c'est toute une histoire en fait. Voilà. Que ce soit New Orleans, Memphis, Houston, Jackson, Mississippi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pourquoi j'ai cité Charlie Braxton? Parce qu'il a écrit avec Jean-Pierre Labarthe justement le Gangsta Gambo, qui est le livre pour moi en France, Rest in Peace Jean-Pierre, qui était un ami, qui vraiment a mis en avant toute cette culture justement afro-américaine dans le contexte. Voilà, et je remonte avec Oui, ce qu'a fait Al Capone en cover. Voilà. Est-ce que tu connais le livre Hip Hop in America Original Guide? Je ne sais pas si ça dit quelque chose de Mickey Hess. Et en fait, il y a un super... moi, en fait, j'ai lu... Alors, attends que je retrouve le titre exact. Alors, je ne connais pas celui-là. Par contre, je connais celui de Lance Scott Walker, qui va écrire sur DJ Screw, qui va écrire toute la culture de Houston. C'est un gars qu'on a eu en interview aussi, qui aussi parle dans les épisodes de Netflix de Memphis et New Orleans. Donc, Lance Scott Walker aussi, c'est quelqu'un d'important dans les auteurs à lire, et il a fait tout un livre très intéressant justement là-dessus. D'accord. Après, des livres sur Memphis, vraiment, il n'y en a pas vraiment, il faudrait le faire. Ouais, alors ça, moi, je t'ai dit, il faudrait que je le déjà fasse. invité à le faire. Ouais. En fait, avec Jean-Pierre Labarthe, on devait le faire, mais il est décédé. À la base, on devait faire un livre sur Memphis ou tous les Six Mafia, et ça a été avorté, on va dire, mais c'est vrai qu'il faudrait le faire. Je pense que ça serait cool de le faire parce que tu es quand même un puits de science, c'est impressionnant. Et donc moi, de ce bouquin dont je viens de parler... Juste, je voulais citer un artiste qui faisait un peu justement du blues, un peu, c'est El Hakim the Poet, qui est un artiste aussi intéressant parce qu'il fait du spoken word aussi. Donc à Memphis, il y a aussi ce côté conscious et qu'on retrouve aussi dans d'autres groupes comme First Degree and Deep Sleep qui ont ce côté conscient. Donc il y a quand même aussi des groupes aussi intéressants à Memphis dans le côté conscient. Voilà. Je vais citer ces deux groupes-là. Ok, moi je cite juste pour les gens qui sont intéressés, peut-être pour toi aussi, donc dans le livre dont je viens de parler, donc il y a un chapitre Soul Legacies, Hip Hop and Historicity in Memphis,
qui est écrit par une chercheuse, Andrea Robinson. Et c'est plein de détails, c'est super bien fait et ça m'a vachement aidé aussi pour cette interview. D'accord. Alors, Ok. je mettrai de toute façon je mettrai les références. Et donc, l'avant-dernière question qui, je pense, en tout cas, m'intéresse beaucoup et je pense qu'il faut encore plus en parler parce que là, on parle beaucoup de mecs. Quelle était la place des femmes dans le rap de Memphis? Et c'est vrai que j'ai adoré pouvoir faire une interview de Gangsta Boo, ou, La Chat. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, quand tu étais là-bas, comment ça se passait? Alors, oui, les rappeuses de Memphis ont leur place. Déjà, Gangsta Boo, quand elle a fait partie de 36, c'était quelque chose d'assez peu courant, parce qu'il y avait peu de rappeuses en fait qui faisaient partie de groupes. Je pense qu'à l'époque, il y avait Remy Ma, il y avait Lil Kim, qui faisait partie du Junior Mafia, par exemple. Mais finalement, il y avait peu de rappeuses. Et d'ailleurs, bon, Gangsta Boo était pas très contente au début parce que sur la cover de Mystic Styles, qu'on peut voir là, d'ailleurs, un petit peu, je l'ai, en présente. Eh bien, elle n'est pas dessus. Alors, ils étaient tous masqués, presque, mais elle n'est pas dessus, donc c'est vrai que ça n'y a pas plu. Donc, au tout départ, Gangsta Boo, c'est pas cool. Attends, c'est quand même pas cool. après, elle a été mise en avant. Daisy Hand, elle a été mise en avant, même beaucoup plus mise en avant parce qu'elle a quand même eu des albums solo avec eux, enfin, sur l'album Hypnotize Minds. Mais oui, il y a eu La Chat, aussi Princess Loco qui est décédée il n'y a pas longtemps, qui était chez Tommy Wright, avec MC Money et Gangsta Gold, qui faisait partie de Fraser Click, produit par DJ Sound. Tu avais Boss Beach aussi qui était chez Tommy Wright. Donc oui, il y avait quand même pas mal de rappeuses. Lady G, aussi des pionnières pareil, du son de Memphis. K9 qui était dans Backyard Posse. Il faut savoir qu'aussi, voilà, c'est toute une histoire avec il y avait des membres anciens de Twisted qui étaient très peu connus, comme Homicide, comme Nigga Nine, etc., qui n'ont pas été mis en avant maintenant, mais voilà. Donc K9. Ensuite, oui, Gangsta Boo, l'anecdote marrante, c'est que, bon, je l'ai déjà raconté, c'est que elle se faisait passer pour un membre de 36 au tout début au collège. Ah et ouais. donc, et oui, parce qu'elle était fan en fait de 36, et elle disait oui, je fais partie de 36. Alors DJ Paul, il a réussi à avoir son numéro, il l'a appelé, et il dit mais pourquoi tu dis ça? Et elle a rappelé au téléphone, et ça lui a plu, et il l'a mis dans le groupe. C'est génial. Ok, ouais, je savais pas ça, dis donc. C'est génial, ok. Donc Loco Donc, petite Princess Loco, anecdote. Princess Loco faisait pas partie de, parce qu'elle feature sur plein Sur de Tommy Wright, morceaux. ouais. Elle Mais était chez Tommy, elle était sur Tommy Street Wright. Smart Records, ouais. Ouais. Donc il y a quand même eu pas mal de rappeuses à Memphis. Et puis alors, c'était rough. C'était pas, comment dire, Nicki Minaj et compagnie. Hein. C'était vraiment gangsta, quoi. Ouais. Gangsta Boo sur Mystic Stars, elle avait des thèmes occultistes. Et puis elle était vraiment un flow de malade, quoi. Elle était très pointue, très technique. Elle a un peu changé maintenant, mais sur Mystic Stars, c'est la perfection, c'est flow, c'est incroyable. Hein. Même la chat est sur Mystic Stars. Ouais. Très peu le savent. Hein. Donc même Princess Loco, MC Money Gangsta Gold, Lady G. Voilà, c'est des rappeuses quand même qui sont un peu les pendants d'autres rappeuses. Je pense à d'autres rappeuses qui ont aussi emblématiques de d'autres villes. Hein. Mais Memphis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, je m'étais un peu intéressée à tout ce qui était bounce et visiblement il y avait aussi pas mal de meufs. Mais tu vois, tu dis qu'il y en avait beaucoup, mais en même temps, tout ce que j'ai lu, on en parle très peu en fait. C'est vrai qu'on va pouvoir souvent parler des mecs et c'est très rarement qu'on Déjà qu'on ne parle pas parle trop de des... Memphis, alors Ouais, donc ouais. ils mettent les gars en avant et après voilà. Mais après c'est vrai qu'à New York on parle ça peut-être plus des rappeuses, mais il faut dire que comme les rappeurs des Memphis sont déjà sous-estimés, donc on parle encore moins des filles. Puis comme elles avaient ce côté très gangsta, donc ça déplaisait un peu, je pense aussi aux bien-pensants new-yorkais, Ah compagnie. ouais, tu Donc, penses? je pense qu'il y a de ça aussi. Et en même temps, elles étaient très respectées. Elles sont toujours très respectées. Donc, Ouais. Tabou et la Chat, c'est des filles qui étaient très respectées par les G's, les vrais G's. Quoi.
Voilà. Ok. Mais écoute, notre interview touche à sa fin. Donc, Ouais. j'avais dit que j'avais une question bonus. J'aurais aimé savoir si tu pouvais nous donner ton morceau préféré de rap de Memphis et on va clore Ah, là-dessus. ah, ça va être dur, hein. Ah, c'est dur, hein? Ça, c'est très très dur. Un morceau. Un morceau, un seul Ouais, pour finir ouais, l'interview. ouais. Bah, moi, j'aurais dit Playa Haraz. Playa Haraz de Triple Six Mafia, qui est sur Underground Volume 1. Ouais. Playa Haraz, vraiment, il a inspiré énormément les funkers, justement. Et pour moi, c'est un des morceaux les plus aboutis de Triple Six, c'est 94. Et il y a vraiment une atmosphère onirique, il y a une atmosphère cryptique complètement. Et surtout, le solo de Lord Infamous au tout début qui est complètement dingue, dans les métaphores, etc. Alors, c'est comme Buzz Lynch, en fait. Lord Infamous, il a un style où, en fait, quand tu comprends bien l'anglais, il a 2-3 métaphores à la minute dans les textes. C'est incroyable, Lord Infamous, comme vraiment il était inventif, créateur, et Kupsta aussi, il avait ce côté-là. Donc, We Play Haraz, qui a inspiré énormément de, de producteurs. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs morceaux de Twin Six. Et il faut savoir que c'est un sample de Groover Washington Jr. Que DJ Paul a samplé. Voilà. Donc ça, c'est un morceau qui est très très bon, d'ailleurs aussi. Voilà, je dirais ça. Bah écoute, merci beaucoup. Merci Ah, beaucoup merci pour beaucoup à ton toi. temps. Merci Ouais. d'avoir répondu à tes questions. S'il te plaît, écris un bouquin. Ça Et serait oui, il quand même faudrait. cool. Moi, j'aimerais Oui, bien le lire il en tout faudrait. cas. Je pense que je suis pas la seule. Ouais. Donc voilà, bah, écoute, merci encore. Et puis Donc, longue vie au rap de je, rap- Memphis. je rappelle vite fait, donc Ouais, pour nos liens, c'est UGS Radio, donc Murder Master Music Show, où donc on a mis en avant justement des artistes de Memphis comme Blackout, comme Blood Grim, comme ACO, comme tous les rappeurs de Memphis sont passés presque chez nous. Voilà. Et j'ai aussi une autre émission qui s'appelle Cynic Sound sur Radio Booster, qui est là, c'est en France. Donc on peut m'écouter aussi tous les samedis soirs de 22h à minuit, enfin tout un samedi sur deux. Donc où c'est toute la culture Southern, voilà. Et voilà, donc et il faut suivre aussi Planet Pixel, smartfacemedia.com, donc pour avoir des covers comme ce que vous voyez derrière, où il y a notamment T-Rock, qui était un ex de 36. ok. Voilà, on est là. Et il y a Tommy Wright qui est là-haut aussi. Il y a Tommy Wright, il y en a plein d'autres. Il y a Prophet, voilà. Il y a plein de choses. Bon, bah écoute, merci beaucoup. À très bientôt, du coup, pour ton livre, Ben, j'espère. merci beaucoup, Crypto Soso. C'est très gentil de m'avoir invité. Voilà. Et très belle conférence en tout cas. Ça marche, merci. Ouais.